Voilà, et donc on va clôturer cette session à propos des rituels individualistes avec une intervention de Jean-Pierre Delchambre, qui est donc le régional de l'étape, finalement, professeur à l'Université Saint-Louis de sociologie et d'anthropologie, qui nous propose une intervention intitulée « Les rituels individualistes, socialisation individualisante et épreuve de l'autonomie ». Merci beaucoup Jean-Pierre, tu as la parole. Merci Nicolas. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je vais prendre pas mal de liberté justement par rapport à ce titre et par rapport au résumé que j'avais annoncé. Alors donc je vous propose de repartir de la catégorie de rites individualistes que Alain Ehrenberg a introduite à propos de pratiques thérapeutiques dans le champ actuel de la santé mentale. Alors ce concept n'allant pas de soi et pouvant même s'avérer trompeur, je commencerai par un bref exercice de clarification visant à cerner de quelle façon Alain Ehrenberg utilise ce concept. Je mobiliserai quelques points de repère conceptuels et surtout j'essaierai de situer la conception du rite d'Alain Ehrenberg par rapport à celle de Durkheim et de Wittgenstein, deux de ses influences revendiquées. Ensuite, dans un deuxième temps, je formulerai une série de remarques alors, qui auraient dû être articulées autour de deux foyers. Je dis aurait dû parce que je n'aurai pas le temps d'aborder le second volet. Donc le premier volet concerne le lien entre les idéaux sociaux et les pratiques individuelles, ce qui reviendra à questionner certains aspects parfois mal compris du holisme sociologique. Et donc, d'autre part, j'aurais souhaité aborder quelques éléments de réflexion au sujet de la tension entre intériorité et extériorité, mais donc je verrai lors de prochains débats si je pourrais introduire d'autres éléments. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer brièvement ce qu'a été pour moi ce qu'on pourrait appeler l'effet Alain Ehrenberg. Donc cela fait maintenant 11 ans que j'ai rencontré Alain dans le cadre du jury de thèse de Nicolas Marquis, et ensuite lors de réunions organisées par le Casper, le centre que Nicolas et moi venions de créer avec quelques autres collègues, dont Véronique de Graaf et Emmanuel Lenel, nouveau centre qu'Alain a accepté de rejoindre, ce qui était pour nous un grand honneur. Alors je lisais Alain Ehrenberg depuis le culte de la performance, et donc j'appréciais la vivacité, la précision de son écriture, ainsi que sa capacité à décrire les transformations des sociétés contemporaines en proposant des lectures sociologiques originales. Le rencontrer, le fréquenter à l'occasion d'activités scientifiques a eu pour effet de clarifier ma compréhension de certains enjeux sociologiques et philosophiques, et donc aussi de préciser mon positionnement. Donc jusque-là, j'étais sans doute moins un tenant d'une sociologie holiste qu'un sociologue, je dirais, vaguement opposé à l'individualisme méthodologique, et cela pour des raisons que je qualifierais d'idéologiques, autant dire pour des mauvaises raisons, à savoir l'individualisme méthodologique était la transposition à la sociologie de la théorie économique du choix rationnel et de l'utilitarisme, et il était représenté en France par Raymond Boudon, qui avait la réputation d'être un sociologue de droite. Donc, Alain Ehrenberg m'a fait comprendre que le holisme sociologique n'était pas simplement une option parmi d'autres, et que le critère du choix ne devait pas être de nature idéologique, l'approche holiste se justifiant pour des raisons bien plus profondes et robustes, dans un registre que l'on peut dire épistémologique, voire ontologique. Il existe quelque chose comme le social, qui ne doit pas être vu simplement comme un ciment unissant des individus préexistants. En même temps, la sociologie d'Alain Ehrenberg permet d'élucider ce fait troublant, selon lequel le holisme sociologique, aussi justifié soit-il, reste difficilement audible et compréhensible dans une société caractérisée par des valeurs individualistes. Pratiquant une sociologie holiste des sociétés individualistes, Alain Ehrenberg nous permet de décrypter l'espèce de malédiction qui frappe l'approche holiste dans ce type de société. J'ajoute qu'Alain a aussi été un passeur par rapport aux lectures renouvelées de Durkheim, ainsi que par rapport à l'importance de Wittgenstein, mais aussi de Vincent Descombes, du point de vue des sciences sociales. Alors j'en viens à ma première partie. Qu'est-ce qu'un rituel individualiste ? Alors, je vais sans doute introduire dans un premier temps une série de notions que les lecteurs d'Alain connaissent bien, mais comme je pense que tout le monde n'est pas forcément ici lecteur assidu des ouvrages d'Alain, je vais quand même donc préciser une série de choses. Donc, Alain Ehrenberg introduit le concept de rite individualiste dans le chapitre 5 de la mécanique des passions, chapitre intitulé « Les exercices de l'autonomie, des rituels individualistes pour refaire son être moral ». Le concept est employé en rapport avec la question du rétablissement ou de la réhabilitation dans le champ de la santé mentale,
au sein de sociétés donc caractérisées par l'autonomie comme condition. Alain Ehrenberg met doublement en perspective cette question du rétablissement et de la réhabilitation, d'une part en évoquant les transformations intervenues dans le champ de la santé mentale, et d'autre part en proposant une comparaison avec des rituels de guérison dans d'autres types de sociétés. Alors, à propos des transformations dans le champ de la santé mentale, je mentionnerai brièvement, d'une part, on a assisté à une modification des pratiques de soins, avec le déclin de la prise en charge institutionnelle et la montée en importance du traitement en ambulatoire, ce sont des faits bien connus. Secondo, on a assisté également à un changement de paradigme. Auparavant, on classait et on traitait les individus souffrants sur base d'une distinction entre normal et pathologique, le trouble ou le handicap étant opposé à l'autonomie. Donc désormais, la dichotomie normale-pathologique a été remise en question et on parle par exemple d'handicapable, de la schizophrénie comme style de vie différent, de plasticité cérébrale ou de neurodiversité. Ce qui veut dire, tertio, que ce passage d'un modèle déficitaire à un modèle capacitaire a donné lieu à une nouvelle problématique qu'Alain Ehrenberg désigne comme étant celle des degrés de l'autonomie et de la diversité des formes d'autonomie. Alors, à propos de la comparaison avec des rituels thérapeutiques dans d'autres types de sociétés, l'idée centrale est que dans tout type de société, le rituel thérapeutique procède à une socialisation du mal, ce qui signifie que la thérapie comporte une dimension morale renvoyant à la force du social au sens durkheimien du terme. Et cela même quand il est fait référence à des entités apparemment naturelles ou biologiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la vache chez les nuaires ou le cerveau chez nous. Ensuite, en ce qui concerne les différences entre sociétés traditionnelles et sociétés modernes, ces différences concernent principalement la caractérisation du mal et la manière de le traiter. Donc, pour le dire schématiquement, les tradithérapeutes prennent en charge une vaste gamme de maux, non seulement la maladie, mais aussi la malchance, le malheur, l'infortune, qui sont perçus comme des désordres sociaux, voire comme des perturbations de l'ordre cosmologique. Et le traitement suppose, d'une part, d'attribuer la responsabilité du mal à une entité extérieure aux individus, et d'autre part, d'appliquer une méthode projective, c'est-à-dire expulser l'entité malfaisante qui a pris possession d'un corps, ou mettre en place un culte permettant de fixer à la fois l'esprit errant d'un ancêtre et l'individu qui est tourmenté par cet esprit. Notamment le fameux texte de Edmond Ortigue, « Qu'est-ce qu'une guérison rituelle ?» Quant aux thérapies des sociétés modernes individualistes, elles se centrent de manière plus spécialisée soit sur des maladies organiques, soit sur des troubles psychiques. Et s'agissant de ces derniers, le traitement consistera à rechercher l'origine du mal à l'intérieur de l'individu, en appliquant une méthode introjective qui suppose, comme dit Alain Ehrenberg, de faire du mal une partie de soi-même et de s'engager dans un itinéraire de transformation personnelle. On peut, sur cette base, commencer à préciser le concept de rite individualiste. Donc, Alain Ehrenberg se réfère bien à des rites individuels, comme par exemple des pratiques rituelles visant à accroître son autonomie personnelle dans la perspective de la réhabilitation. Mais les rites thérapeutiques ne peuvent être efficaces que s'ils mobilisent des formes sociales. Et cela vaut tout autant pour une société individualiste que pour une société holiste. Autrement dit, dans la société des individus, comme dans tout type de société, le rite thérapeutique procède, comme on l'a dit, d'une socialisation du mal, qui a d'ailleurs comme corollaire que le trouble peut être lu comme un raté de la socialisation initiale. Or, dans nos sociétés de l'autonomie-condition, l'articulation se fait avec des ressources morales qui consistent à valoriser l'individu et sa capacité d'action. C'est en ce sens-là qu'Alain Ehrenberg parle, me semble-t-il, de rite individualiste, par quoi il faut donc entendre des rites individuels dans le contexte de sociétés individualistes. Et donc, en employant ce concept, le propos d'Alain Ehrenberg n'est donc pas de critiquer ou de fustiger des dérives de l'individualisme, même si celles-ci peuvent exister par ailleurs, ni de déplorer une privatisation du rituel qui ne porterait plus la marque du social. La sociologie d'Alain Ehrenberg se veut une sociologie de l'individualisme plutôt qu'une sociologie individualiste. Dès lors, quand il parle de rites
individualiste, il faut bien comprendre qu'individualisme désigne ici avant tout un esprit social renvoyant à des représentations qui sont instituées et partagées. Alors, pour avancer dans la caractérisation de l'usage du concept de rite individualiste, je voudrais à présent introduire brièvement quelques notions par rapport à la question du rite et surtout situer l'approche d'Alain Ehrenberg par rapport à Wittgenstein et Durkheim sur la question du rite. Alors, sans prétendre donner une définition générale, je risquerai ici une formule qui reprend les principaux éléments qui reviennent le plus souvent dans les approches de rite. Le rite est un agir ou une action qui présente une certaine forme, qui suppose un arrière-plan ou un contexte de signification ou de valeur, qui implique de s'y investir et qui vise à produire des effets et ou à procurer des satisfactions. Alors, très rapidement, quelques remarques. Le rite est un agir. En écho d'ailleurs à ce que Michael disait à l'instant, on notera que dans certains cas, on peut parler d'un type d'action à part ou à l'écart de la vie sociale ordinaire, alors que dans d'autres cas, on a moins affaire à une classe d'action spécifique qu'à une modalité de l'action. Autrement dit, potentiellement, n'importe quel type d'action est susceptible de faire l'objet d'une ritualisation. Par ailleurs, le rite se présente généralement sous une forme répétitive où il présente un caractère de régularité. La pratique rituelle suppose qu'on y mette les formes et cette mise en forme est généralement rapprochée de la dimension sociale du rite. Mais il ne suffit pas de s'en remettre à une forme, plus ou moins stabilisée, extérieure à soi. Pour que le rite soit efficace, il faut aussi que l'individu s'implique, se mette en jeu, ou, comme dit Pierre-Henri Castel, il doit y mettre du sien. Sans cet investissement, qui est aussi un investissement de sens, le rituel risque de dériver vers le ritualisme en perdant son sens vivant. Alors, je n'entre pas ici dans les discussions concernant différentes approches du rite, fonctionnaliste, structuraliste, pragmatiste, même si par la suite, vous allez voir, je devrais porter une attention particulière à la distinction entre les approches instrumentales et les approches expressivistes ou symboliques du rituel. Alors, je propose à présent un petit détour par Wittgenstein et Durkheim, donc en vue de préciser la conception du rite selon Alain Ehrenberg. Alors, tout d'abord, à propos de Wittgenstein sur le rite, deux aspects. Premièrement, Wittgenstein fait partie des auteurs qui proposent une approche large du rituel. Donc, il parle de l'humain comme d'un animal cérémoniel. Alors, les exemples qu'il prend concernent non seulement des rites collectifs, la danse de la pluie, le traitement magique d'une maladie, les fêtes du feu, mais aussi des rites individuels, frapper un bâton contre la terre ou contre un arbre quand on est en colère, brûler en effigie son ennemi, embrasser l'image de la personne bien-aimée, bon, etc. Donc ces exemples, en tout cas certains d'entre eux, suggèrent une ritualité diffuse, dont une des caractéristiques est d'entremêler le social et le naturel. Un rite, selon Wittgenstein, ne prend sens que dans une forme de vie ou un contexte donné. Et en même temps, Wittgenstein présente le rite comme étant un acte instinctif. Alors, second point, dans ses remarques sur le rameau d'or de Fraser, Wittgenstein critique la conception du rite de Fraser. Ce dernier, de manière évolutionniste, considérait premièrement que les croyances et rituels magiques visaient grosso modo les mêmes buts que les sciences et les techniques modernes, à savoir s'assurer une maîtrise suffisante sur le cours de son existence. Et deuxièmement, Fraser considérait que comparé aux standards de rationalité des sciences modernes, les représentations et pratiques magiques seraient restées dans l'erreur. Alors, en plus de reprocher à Fraser son ethnocentrisme, Wittgenstein conteste que le rituel ait pour fonction de viser des buts pratiques. Il fait remarquer que les individus soi-disant primitifs étaient parfaitement capables de faire la distinction entre, on va dire, une causalité naturelle et une interprétation magique. On trouve ça également chez Evans Pritchard ou chez Malinowski. Et donc il ajoute que si les soi-disant primitifs avaient réellement visé des buts pratiques, ils n'auraient pas demandé à leurs magiciens ou à leur roi sacré de pratiquer un rituel censé faire pleuvoir, précisément au moment où la pluie est attendue. Il l'aurait fait plutôt pendant la saison sèche. À la conception instrumentale de Fraser, Wittgenstein oppose une conception expressiviste du rituel. Donc, selon lui, le rite exprime des souhaits.
Et s'il vise quelque chose, c'est moins une maîtrise effective de la réalité qu'une forme d'apaisement sur le plan symbolique. Plus précisément, Wittgenstein admet que certains rituels peuvent être instrumentaux en visant des effets pratiques, mais il insiste surtout sur le fait que tous les rituels comportent une dimension expressive et symbolique. Le rite peut en outre exprimer différentes choses. Ça peut être du respect, de la colère, de la vénération, un appel au secours, etc. Par rapport à ça, il me semble que l'on peut dégager ici deux registres. Donc, à travers le rite, il peut y avoir d'une part la recherche d'un apaisement, notamment face à l'incompréhensible ou face à l'adversité. Et d'autre part, le rite, c'est aussi une attitude qui consiste à donner de l'importance à certaines choses. Quand je travaillais sur le jeu dans une optique sociologique inspirée de Winnicott, je parlais pour ma part de supportabilité et d'intéressement, rendre le réel supportable, rendre les choses intéressantes grâce à la mise en jeu ou l'illusion. Je pense que ça cadre assez bien avec ces deux registres que l'on retrouve chez Wittgenstein. Alors maintenant, à propos de Durkheim sur le rite, là aussi deux aspects. Primo, l'approche durkheimienne du rite se comprend à partir de la fameuse distinction entre sacré et profane, dont on rappellera qu'elle ne se conçoit pas dans une perspective substantielle, mais plutôt dans une perspective structurale. Pour qu'une pratique puisse être qualifiée de rituel, elle doit, selon Durkheim, être indexée au pôle du sacré. Dès lors, les rituels sont tous en un sens religieux, même s'il ne faut pas se méprendre ici sur la notion de religieux. On rappellera que Durkheim ne définit pas le religieux en référence à l'idée d'une divinité, ni même en référence à des institutions formellement religieuses. Donc il existe des religions sans Dieu, de même que des catégories ou des pratiques, on pourrait dire laïques, peuvent être investies de religiosité, par exemple, la catégorie sociale de personnes qui peut donner lieu à une religion de la personne, ou des fêtes ou célébrations républicaines qui peuvent revêtir un aspect quasiment sacré. Donc, est religieux, selon Durkheim, ce qui manifeste l'action de la société sur les individus, par l'entremise de symboles, par exemple le totem, le drapeau, des symboles qui figurent indirectement la dépendance des individus à l'égard du social. Comme dit Durkheim, les gens savent qu'ils sont agis, mais ils ne savent pas par qui. Donc, à travers des rituels que Durkheim associe à des circonstances extraordinaires qui se répètent régulièrement, la société exerce une puissance sur les individus, cette emprise relevant non pas d'une contrainte physique ou causale, mais bien plutôt d'une autorité morale ou pression spirituelle, se traduisant par le respect de ce que les individus perçoivent comme les dépassants ou par le désir de poursuivre des buts sociaux. Secondo, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim contribue aussi à réhabiliter le rite à l'encontre d'une longue tradition de pensée marquée par un biais anti-ritualiste. On peut penser à la polémique du christianisme primitif contre les rites assimilés au paganisme, ou encore au protestantisme qui, selon Max Weber, parachève une rationalisation éthico-religieuse axée sur l'intériorisation et la moralisation du rapport au divin. Dans la troisième section de la conclusion des formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim indique que le rite est plus important que les croyances. La fonction première de la religion, dit-il, je le cite, n'est pas de nous faire penser, mais de nous faire agir, de nous aider à vivre. Les rites sont à la fois une forme et une force extérieure soutenant les personnes dans leur existence. C'est dire qu'en exerçant une autorité morale, la société donne aussi de la force aux individus. Donc, à rebours de la vision concevant le social comme une force négative ou restrictive, donc, les normes ou les institutions exerçant un effet limitant, contraignant, oppressif, donc à l'encontre de cette vision, Durkheim multiplie les remarques, suggérant que l'action de la société est d'abord positive, en ce qu'elle nous encourage, elle nous stimule, elle nous réconforte, elle nous vivifie, elle soutient, dit-il, notre tonus moral, ou comme on dirait aujourd'hui, elle augmente notre capacité d'action. Alors, ce petit détour par Wittgenstein et Durkheim nous permet de revenir à la conception du rite individualiste pour la préciser. Donc, par rapport à Wittgenstein, on peut dire qu'Alain Ehrenberg partage son approche large des rituels. Les rituels individualistes relevant davantage d'une ritualité diffuse que de grands rituels formels. On remarquera que la conception de l'humain comme animal rituel ou cérémoniel nous prémunit contre un type de lecture qui postule que l'individualisation s'accompagnerait d'une déritualisation.
Donc cette lecture, qui repose sur une vision dichotomique des sociétés traditionnelles caractérisées par l'omniprésence et l'englobement du rituel et des sociétés modernes individualistes qui seraient caractérisées par une déritualisation ou par une privatisation des rites, cette lecture peut être considérée comme une séquelle de l'évolutionnisme. Dès lors que l'on considère que l'humain est un animal cérémoniel, autrement dit que le rite, entremêlant le social et le naturel, est constitutif de nos formes de vie, ça n'a pas de sens de parler de déritualisation. De même qu'il n'y a pas de sens à parler de désinstitutionnalisation. Par contre, cela a du sens de parler de transformation des institutions ou encore de transformation des rites. Donc on pourrait dire qu'à l'époque actuelle, certes, des grands rites collectifs demeurent, mais on peut sans doute faire l'hypothèse qu'une partie des rituels formels pris en charge par les groupes tendent à être remplacés par des rites plus diffus, plus individualisés. Par exemple, le rite de passage qui était organisé collectivement tend à être relayé par des expériences individuelles de la première fois, par exemple. Donc ce qui est sûr, c'est que les rites continuent à occuper une place importante dans nos formes de vie actuelles, ainsi qu'en témoigne l'utilisation abondante qui en est faite, non seulement dans le registre thérapeutique, mais aussi dans les domaines du coaching, du développement personnel, de l'entreprise, du management, de l'éco-spiritualité, de la reconnexion à la nature. On a vu apparaître le néologisme d'éco-rituel, le néo-chamanisme, les pratiques corporelles ou de méditation, etc. Par rapport à la conception expressiviste du rituel, la position d'Alain Ehrenberg est sans doute plus nuancée, en ce qu'il ne dévalorise pas l'approche instrumentale du rite, tout en reconnaissant l'importance de l'approche expressiviste ou symbolique. Par exemple, se référant à la psychanalyse et aux thérapies cognitivo-comportementales, Alain Ehrenberg suggère qu'il pourrait y avoir une complémentarité entre ces deux options qui sont finalement deux grandes manières de soutenir ou de refaire son être moral dans les sociétés individualistes. Donc, comme dit Alain Ehrenberg, à nouveau, je reprends quasiment à la lettre ce qu'il nous dit, la psychanalyse s'appuie sur le modèle d'un sujet parlant qui propose de transformer des passions en questions. L'idée étant que pour pouvoir passer à l'action, il faut d'abord dénouer des nœuds psychiques grâce à la parole, à l'interprétation, à la quête de sens, alors que les TCC, se référant au modèle d'un sujet cérébral diffusé par les neurosciences, promettent de passer directement des passions aux actions, aux moyens d'exercice ou d'entraînement. Et donc d'un point de vue sociologique, Alain reconnaît conjointement la légitimité de l'approche symbolique et de l'approche instrumentale, certes dans un contexte où le conflit de légitimité entre ces deux approches tend à tourner à l'avantage des TCC contre la psychanalyse. Alors de Durkheim, Alain Ehrenberg retient sans doute moins la distinction entre le sacré et le profane, même si je pense qu'il est réceptif à l'idée que la société est susceptible de sans cesse créer de toutes pièces des choses sacrées. Il parle par exemple de la notion de totémisation du moi dans les sociétés individualistes, qui n'est pas sans faire écho à la notion de religion de la personne. Par ailleurs, donc, les rites individualistes, loin de se ramener à des rituels qui sont pratiqués périodiquement dans des circonstances exceptionnelles, se présentent plutôt habituellement comme une ritualisation de pratiques au départ ordinaires. J'ajoute que j'ai plusieurs fois entendu Alain Ehrenberg prononcer la fameuse petite phrase de Durkheim, selon laquelle le rite aide à vivre, notamment pour rendre compte des effets positifs des rites thérapeutiques. Alors j'en viens maintenant à la deuxième partie de ma communication. Il me reste combien de temps ? Ça a commencé à 34, 15 minutes. Donc, jusqu'ici, j'ai tenté de clarifier le concept de rite individualiste. Je vais maintenant plutôt le prendre comme analyseur. Et donc, Alain Ehrenberg nous dit que les thérapies agissent par leur forme rituelle et que c'est à travers le rituel que l'on peut comprendre la force du social en référence à un arrière-plan de signification et de valeur. Du coup, le rituel peut nous apparaître comme une médiation entre des idéaux sociaux et des pratiques individuelles. Donc, je voudrais à présent m'appuyer sur cette idée pour tenter de préciser la question de l'articulation entre les idéaux sociaux et les pratiques individuelles. Autrement dit, comment passe-t-on des idéaux sociaux aux pratiques individuelles ? Alors, c'est une question qui n'est pas sans rapport avec la question qui avait été soulevée par Pierre-Henri Castel ce matin, à savoir comment les valeurs émergent-elles de régimes d'action spécifiques. Mais sans doute que l'angle sous lequel je vais l'aborder est sans doute assez différent de celui de Pierre-Henri ce matin. Alors, donc, je vais proposer d'aborder cette question simplement en m'interrogeant sur la façon dont elle est traitée du point de vue du holisme sociologique. Alors, quand on est convaincu du bien fondé de cette approche, ce qui est mon cas, on a tendance à se dire que tous les sociologues devraient souscrire à ces présupposés. Or, comme on le sait, c'est loin d'être le cas.
Donc Alain Ehrenberg nous fournit une série d'éléments qui permettent d'éclairer le malentendu autour du holisme. L'élément principal étant le paradoxe d'une société où l'individualisme relève d'un esprit social, mais un esprit social qui génère des représentations individualistes qui amènent à percevoir l'individu indépendamment du social. Donc, nul doute que ce que Louis Dumont appelle l'idéologie individualiste est un facteur clé qui permet de comprendre la malédiction qui frappe le holisme sociologique. Toutefois, je voudrais suggérer que ce n'est peut-être pas tout, sans mauvais jeu de mots. Me basant sur mon expérience d'enseignement et d'encadrement, de recherche ou de thèse, il me semble qu'il convient de distinguer entre des formes d'incompréhension à l'égard du holisme et des formes de compréhension s'accompagnant de perplexité sur certains points. À la rigueur, certains de ces points peuvent être parfaitement justifiés. Il n'en reste pas moins que leur transposition empirique ne paraît pas toujours aller de soi. Et donc il me semble qu'il faut prendre au sérieux ces perplexités, non pas bien sûr pour récuser le holisme, mais plutôt pour comprendre les points de blocage en vue de rendre le programme Holis plus accessible et opérationnalisable. Donc très modestement, quand je suis entouré de collègues qui ont été beaucoup plus loin que moi dans cette réflexion, je voudrais proposer un exercice qui n'est donc pas une critique externe, mais bien une tentative d'élucidation de là où ça coince en quelque sorte. Et là où ça coince quand on passe au niveau empirique. Et pour ce faire, je m'appuierai donc sur les travaux récents d'Alain Ehrenberg et j'essaierai d'établir sommairement un cahier des charges du holisme sociologique en distinguant ce sur quoi il serait plausible de mettre d'accord la plupart des sociologues et ce qui soulève davantage de questions, soit au niveau de formulation ou au niveau d'implication. Alors je procéderai en 3 phases. Un premier niveau, je vais rassembler quelques énoncés qui permettent de cerner les principes de base du holisme. Et donc là, je vais reprendre quelques formulations que l'on trouve dans les écrits d'Alain Ehrenberg. Première règle d'or, ne pas opposer l'individu à la société, ne pas non plus couper l'esprit individuel de l'esprit social. Deuxième principe, le mental et le social sont les 2 faces de la même pièce. Autrement dit, on ne peut pas penser, parler, voire exprimer des désirs ou des sentiments autrement qu'à partir de ressources de sens qui sont fournies par la société. Troisièmement, ce n'est pas parce que les choses paraissent désormais plus personnelles qu'elles sont moins sociales. Ce qui revient à dire que l'on ne peut exprimer des choses personnelles qu'à partir de ressources de sens impersonnelles. D'où une priorité logique de l'impersonnel sur le personnel. Le personnel supposant l'existence de l'impersonnel, autrement dit, pas de personnel sans impersonnel, si vous me suivez. Quatrièmement, il s'ensuit que l'on ne peut pas se passer d'institutions, de normes, de règles. On a besoin de règles, qu'on les respecte ou qu'on les conteste. Cinquièmement, la règle n'est pas contraignante, elle est habilitante. Elle ne s'applique pas et elle n'agit pas mécaniquement sur les individus. Elle rend possible des actions et donc elle permet aussi d'accéder aux motifs ou aux raisons des actions des agents. Alors maintenant, à un deuxième niveau, je voudrais évoquer quelques aspects plus techniques, sans doute plus exigeants du point de vue de la compréhension. Alors, l'idée de base ici me paraît être que les relations sociales sont des relations de sens ou encore des relations conceptuelles. Donc, pour établir ce point, on peut à nouveau solliciter Durkheim, pour qui l'humain était non seulement un animal social, mais aussi un animal conceptuel. Vincent Descamps a abordé ce point tout à l'heure également à travers Mauss. Donc l'usage du langage supposant d'utiliser des catégories, des ressources de sens qui sont rendues disponibles par la société. Mais c'est surtout Wittgenstein qui nous permet de comprendre que les relations de sens doivent être envisagées comme des relations internes. Ce qui veut dire que la relation entre une intention et une action, ou entre une représentation et une pratique, est un lien conceptuel et non pas un lien causal. Un lien causal est un lien qui subordonne l'action à une force extérieure déterminante. La perspective est explicative, c'est par exemple expliquer le mouvement d'un train sur un rail. À l'inverse, un lien conceptuel est un lien qui rapporte l'action à un arrière-fond de signification sans lequel l'action n'est pas concevable. C'est la métaphore d'un individu qui est face à un panneau indicateur, qui doit d'abord lire le message qui est sur le panneau et qui peut encore décider ensuite d'aller dans telle direction ou dans telle autre direction, contrairement au train sur un rail. On notera qu'avoir accès aux significations qui peuvent devenir le motif d'une action ne suppose pas d'entrer, comme on dit parfois, dans la tête des gens.
Donc plutôt que de scruter l'intériorité des individus, les sociologues, les anthropologues recueillent le dire des agents et ils observent des pratiques, ce qui leur donne accès à ce qu'on pourrait appeler les appuis conventionnels de l'action. Dès lors, il s'agit de bien comprendre qu'interne ne veut pas dire ici intérioriste, bien au contraire. Donc on parle d'une relation interne pour décrire le lien conceptuel ou logique entre l'agir et les raisons d'agir. Et non seulement ce n'est pas intérioriste, mais en plus donc, le sens institué peut être dit antérieur et extérieur aux individus. C'est notamment l'approche externaliste qui a été développée par Vincent Descombes dans les institutions du sens. Alors, cette approche que l'on qualifie de grammaticale aura comme débouché empirique d'étudier les jeux de langage des agents ou encore d'expliciter les règles de l'action, la notion de règle devant encore une fois être entendue selon le modèle de la relation interne conceptuelle et non selon un schéma causal. Aucune règle ne s'impose mécaniquement. Suivre une règle relève d'une capacité et non d'une détermination. Alors, mettons que l'on soit d'accord avec tout ce que je viens de rappeler, et c'est mon cas, je suis d'accord avec tout ce que je viens de rappeler à ces deux premiers niveaux. Alors, tout en souscrivant à ces présupposés, on peut néanmoins rester avec des perplexités qui concernent soit des formulations, soit des implications. Et donc, c'est ce que je vais tenter d'esquisser à un troisième niveau. Et là, je vais introduire trois remarques qui, certes, demanderaient à être davantage développées. Ma première remarque concerne l'usage de certains termes pour présenter et justifier le programme holiste. Je pense à la notion de totalité sociale à partir de Mauss ou de Louis Dumont, ou à des propositions qui tournent autour de l'idée selon laquelle toute action pourrait être considérée comme l'expression d'une idée-valeur généralisée. Concernant la notion de totalité, qui renvoie donc à la relation entre le tout et la partie, on a donc affaire à une figure ou à une métaphore qui est certes très utile pour rendre compte du lien logique ou de la relation interne entre les actions individuelles et les représentations sociales, mais transposée au niveau empirique, cette façon de voir ne reste-t-elle pas trop vague, voire spéculative ? Qu'est-ce qui permet de comprendre l'efficacité d'un rituel thérapeutique, demande Alain Ehrenberg dans un article. Il répond ce ne sont pas les éléments du rite qui agissent matériellement sur tel ou tel problème, c'est le tout de la cérémonie qui agit par son autorité morale sur les individus et donc restaure leur être moral. Si Alain Ehrenberg avait écrit plutôt que le tout cérémoniel, le tout social, sans doute que cela nous aurait paru trop abstrait. Le tout de la cérémonie, c'est plus concret, ça renvoie à la forme rituelle comme médiation effective. Mais donc, à d'autres moments, Alain se réfère à la notion de tout social, de même qu'il parle d'un esprit social nécessairement commun, ou encore se réclamant de Peter Winch de l'action comme expression d'une idée-valeur qui aurait été généralisée. Alors, encore une fois, d'un point de vue conceptuel ou logique, on peut ne rien trouver à redire à cela. Mais qu'en est-il lorsque l'on transfère ces énoncés au niveau des pratiques, donc du point de vue d'une enquête empirique ? On peut d'ailleurs trouver peut-être un indice d'une certaine difficulté, ou en tout cas d'un certain flottement, dans le fait que dans le même texte dont j'extrais la citation d'Alain à l'instant, à quelques paragraphes d'intervalle, Alain nous parle d'abord d'idées-valeurs communes, avant d'évoquer, au niveau des pratiques, en lien avec les rituels thérapeutiques, des possibilités qui deviendraient de plus en plus communes. Alors certes, ces énoncés sont parfaitement cohérents par rapport à l'idée d'une détermination logique sur un mode conditionnel, donnant lieu à la thématique des degrés de l'agir autonome, mais il n'en reste pas moins que cela soulève une série de questions dès lors que les énoncés formulés au niveau conceptuel sont transposés au niveau empirique. Les possibilités de plus en plus communes au niveau des pratiques, ça n'a pas le même statut que le commun posé au niveau logico-conceptuel. Alain Ehrenberg cite Peter Winch, les relations sociales sont des expressions des idées touchant la réalité. Donc cet énoncé dans sa généralité me semble être formulé à nouveau dans le registre logico-conceptuel. Or, quand on passe au niveau empirique, on est amené à se poser une série de questions, des questions presque triviales, telles que par exemple, a-t-on réellement affaire à un esprit commun sur le plan empirique, ou plutôt à une coexistence de plusieurs esprits sociaux, en particulier dans des sociétés de plus en plus complexes et multiculturelles. Si l'autonomie est une idée-valeur généralisée, comment comprendre que les individus et les groupes n'attribuent manifestement pas la même signification, par exemple, à l'autonomie ?
Donc l'autonomie est définie par Alain plutôt comme à partir de l'agir de soi-même. Hein. Pour d'autres individus, l'autonomie sera sans doute plutôt moi d'abord. Hein. C'est pas exactement la même chose. Donc, face à ce type d'interrogation, le sociologue holiste peut être tenté de répondre en faisant valoir qu'une société n'est pas d'un seul bloc ou d'un seul tenant, et que l'on peut trouver d'autres idéaux ou d'autres valeurs, mais qui restent subordonnées aux représentations sociales qui sont hiérarchiquement supérieures. C'est l'argument dumontien de la hiérarchie des valeurs. Comme il y a une place pour l'individualité dans les sociétés holistes, par exemple la figure du renonçant, mais donc à un niveau subordonné, de même il y a du holisme dans les sociétés individualistes, mais à un niveau hiérarchiquement inférieur. Mais brandir cet argument n'équivaut-il pas finalement à sortir son joker ? Cet argument n'est-il pas lui-même formulé à partir de présupposés logico-conceptuels ? Et le cas, il reste tout aussi général et ne permet pas forcément de spécifier les choses de manière circonstanciée. Au bout du compte, il me semble que l'on peut avancer que la conception expressiviste de l'action, ainsi que les formulations en termes de tout social ou d'esprit nécessairement commun, renvoient aux conditions formelles de sens. Conditions formelles de sens à partir desquelles on peut concevoir des possibilités d'action. Or, ces conditions de sens ne permettent pas de préjuger de l'effectivité des pratiques, ce qu'admet tout à fait le holisme sociologique lorsqu'il précise que la contrainte logique de sens opère, encore une fois, sur le mode conditionnel. Mais en outre, ces conditions de sens ne sont pas forcément d'une grande aide quand il s'agit de mieux cerner le grain fin de la réalité sociale du point de vue de l'enquête. Alors cette dernière proposition me fait basculer du côté des incidents de cette manière de voir, donc ce qui constituera ma deuxième remarque. Alors on l'aura compris... 2 minutes. Donc au niveau des incidences, donc je dois un petit peu prendre distance par rapport au texte. Donc des choses qui sont justifiées sur le plan logico-formel, donc ne sont pas toujours forcément évidentes, transposées sur le plan empirique. Une question qui se pose par rapport à ça, c'est la question des jeux d'échelle. Donc par exemple l'articulation entre micro, méso, macro, ou l'articulation entre le global, le local. Et donc une question moi, que j'ai parfois posée à des collègues sociologues holistes, c'est à quel niveau finalement s'appréhende concrètement le tout social ou l'esprit commun. Alors bien que le social ne puisse pas être confondu avec le cadre de l'État-nation, on observe néanmoins une tendance à essayer de saisir l'esprit commun à cette échelle-là. Pierre-Henri Castel y a fait allusion ce matin en disant que le cadre national reste un cadre solide par rapport à un esprit commun. Certes, c'est peut-être, je dirais, ici, en tant que Belge, je dirais que c'est peut-être plus facile de concevoir un esprit commun dans le cadre de la nation ou de la société française. En référence au cas belge, ça me paraît quand même un peu plus compliqué. Donc, alors je voudrais juste terminer en évoquant brièvement ce qui était ma troisième remarque. Donc c'est une remarque qui vise un peu à boucler la boucle. Puisque je suis parti de l'idée que la forme rituelle pouvait jouer le rôle d'une médiation, la question est, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre en compte d'autres types de médiation ? Et une médiation assez évidente d'un point de vue sociologique, ce sont les classes sociales. Pour ne pas citer Bourdieu, pour ne pas me retrouver dans la safe room, je vais plutôt citer Max Weber, la question des groupes porteurs, les groupes sociaux porteurs. Alors évidemment, Alain Ehrenberg n'ignore pas les classes sociales. De manière assez constante dans son œuvre, il parle d'un individualisme de masse qui tendrait à se généraliser, mais qui au départ était surtout porté par des groupes sociaux relevant des classes moyennes ou moyennes supérieures. Dans le culte de la performance, je trouve qu'il aborde de manière assez frontale la question des classes sociales, notamment à travers la question du sport, les tensions qui peuvent exister entre des visions classe moyenne par rapport à des visions classe populaire, etc. Avec La Société du malaise, donc un livre majeur paru en 2010, un palier est franchi du point de vue de la clarification du cadre d'analyse, mais d'une certaine manière, c'est un peu comme si ça se payait d'un estompement de la prise en compte de la question des catégories sociales ou des groupes porteurs. Or, je pense qu'il n'y a aucune incompatibilité, donc il est tout à fait possible, je pense, de prendre en compte ce type de médiation. J'en veux pour preuve, donc je terminerai en évoquant ce point. Je lisais il y a quelques jours
un entretien accordé au journal Le Monde par Irène Théry à propos du mariage pour tous en France et des résistances que cette réforme avait pu rencontrer dans un premier temps. Et donc, tout en parlant d'un nouvel esprit du mariage ou de transformation de cette institution, Irène Théry indiquait des groupes ou des catégories qui ont pu s'opposer ou qui s'opposent encore à ce nouvel esprit social. Donc, cela illustre assez bien ce que je voudrais suggérer pour finir. D'une part, la perspective holiste, à mon sens, gagnerait à densifier l'étude des médiations entre les idéaux sociaux et les pratiques individuelles ou collectives. Et d'autre part, sur le plan terminologique, même si ces termes sont parfaitement justifiés sur le plan logico-conceptuel, je trouve que parler de totalité sociale ou d'esprit commun au singulier est parfois plus difficile à admettre pour des sociologues non holistes que de parler d'institutions ou d'esprits sociaux au pluriel. Et on aura compris que ces suggestions concernent encore une fois non pas le programme holiste en tant que tel, mais plutôt son application. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette riche communication. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? C'est ni une question ni une remarque. Je trouve que sur le rituel, tu es quand même très généreux avec moi. J'ai fait quelque chose, enfin j'ai esquissé quelque chose à partir de l'article d'Edmond Ortigue, mais ça reste superficiel, d'autant plus que je n'avais pas lu à ce moment-là, à l'époque, les travaux fondamentaux de Michael Haussmann et de Carlo Severi qui permettent vraiment d'entrer sérieusement dans ces affaires. En fait, j'ai fait avec toi ce que Wittgenstein a fait par rapport à Fraser, c'est-à-dire les écrits de Wittgenstein sont aussi très limités concernant le rite, c'est quelques pages. Oui, je voudrais faire une suggestion, là, parce que vous avez posé une question tout à fait importante. Où est la totalité sociale? Qu'est-ce qui nous permet de dire « ça y est, je l'ai trouvé » Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas entre classe sociale et société nationale, est-ce qu'il n'y aurait pas la notion de milieu social? Et je suis frappé du fait que l'appuyer sur deux références. Je suis frappé par le fait que Mary Douglas, quand elle fait du comparatisme, elle met en rapport, premièrement, des milieux sociaux. N'est-ce pas? C'est abouti à son petit diagramme avec les possibilités. Et donc, il y a plusieurs milieux sociaux possibles, dans plusieurs formes de socialité dans un même groupe. Ça serait la première référence. Et l'autre référence serait, une fois d'autre, Dumont, mais Dumont dans la postface à la Tarasque. Je ne sais pas si c'est un texte très lu. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs totalités sociales qui apparaissent. Il y a la ville de Tarascon, avec son rite, la Tarasque. Et à ce moment-là, c'est Tarascon qui est la totalité sociale pour les Tarasconnais. Mais Tarascon se représente lui-même et accomplit son rite en rapport avec une totalité sociale englobante. Donc il y a une totalité englobée, englobante. Et donc je me demande si la clé de la solution n'est pas cherchée dans cette idée que les totalités auxquelles on a affaire quand on veut appliquer le holisme à la réalité empirique, est-ce que la solution, ce n'est pas de considérer que toute totalité est partielle? C'est-à-dire qu'il y a toujours... Une totalité est une totalité parce qu'elle contient des parties, elle les englobe, elle les subordonne, elle les hiérarchise, tant qu'on voudra, mais elle est elle-même englobée. À la façon dont Tarascon est englobé dans la chrétienté et où dans l'idéologie allemande, les cultures nationales sont englobées dans la culture occidentale. Merci. Cela dit, à la fin, j'ai dû passer des paragraphes. Je ne voulais pas dire, je ne voulais pas suggérer de concevoir la totalité ou l'esprit commun au niveau des classes sociales ou au niveau des groupes porteurs. En revanche, ma question, c'est plutôt comment crédibiliser l'approche, en sachant que sur le fond, je suis d'accord. Mais pour moi, une manière de la crédibiliser, c'est de prendre davantage en compte les groupes porteurs, non pas en tant qu'ils incarneraient une totalité, mais parce qu'ils permettent d'entrer dans une analyse, par exemple, d'une certaine forme, enfin, dans les tensions, les conflictualités qui peuvent exister entre différentes visions, différentes options au niveau d'une société. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir si bien clôturé cette session sur les rituels individualistes.